Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pop News épisode 37. Salut Adrien, comment tu vas? Salut Thomas, ça va très très bien, puisqu'on va parler d'un film que tout le monde attendait, que beaucoup de gens ont vu, et je pense que la critique va intéresser pas mal de monde. Exactement, Et puisque... toi, comment ça va? Je t'ai même pas demandé comment Mais ça va. moi ça va super, t'as même pas besoin de demander, bien entendu, puisque... Reposé On est... Non, pas du tout reposé. On est dans Pop News, votre récapitulatif. Oui, Wow. j'ai fait ça en 2 mots. Hebdomadaire Capitulatif. de l'actualité pop culturelle. Je valse avec les mots, vous savez. Danser avec les mots, monsieur. On a Arrêtez. beaucoup de choses à vous dire, bien entendu. Pas mal de brèves cette semaine. Un point box-office, évidemment, très marqué par Dune, partie 2. Un gros sujet très marqué par Dune, partie 2, puisqu'il s'agira de notre critique et notre avis sur le film de Denis Villeneuve. Est-ce que c'est le plus grand film des années 2020 d'ores et déjà? Je ne pense pas. Comme il y va, lui. Le radar des sorties, bien entendu, avec quelques petites sélections streaming de ma part, et 2 recos de la part d'Adrien cette semaine. Voilà, beaucoup de choses à dire, mais on n'oublie pas l'effort de guerre, bien entendu, pour libérer les Fremen sur Arrakis, les petits likes, les petites étoiles, les petits commentaires, les abonnements là où vous n'êtes pas abonné, les interactions sur les différents réseaux sociaux là où nous sommes disponibles, YouTube, Dailymotion, Instagram, Twitter, Thread, TikTok, tout ce que vous voulez, Blue Facebook, Sky. Blue Sky, bref, partout et j'en passe, mais surtout voilà sur les formats podcast, on apprécie et puis parler autour de nous, enfin de vous autour de nous plutôt parce que c'est compliqué hein, cette introduction. Plus moi, plus eux. Plus tous ceux qui le veulent. Qui nous follow. Et Voilà. on a dépassé les 15 000 sur YouTube quand même. Et ça, C'est un là-bas. grand merci à tous. Mm. Vous appréciez particulièrement les shorts qu'Adrien nous découpe chaque jour. Et ça marche bien, donc merci beaucoup. Bon, est-ce qu'on y va tout de suite sur les brèves, Adrien? Parti, je suis prêt. Ah Let's go. écoute, il se Allons-y. passe des choses du côté de Spider-Man 4 et moi je n'en peux plus. Faites-le ce film. Allez, bah alors Spider-Man 4, qui était potentiellement la suite du Spider-Man 3 de Sam Raimi avec Tobey Maguire, qui ne s'est jamais fait. Donc après, on a eu des Amazing Spider-Man, et puis on a eu les Homecoming, Far From Home et No Way Home avec Tom Holland. Sauf que là, il y a l'acteur Thomas Haden Church, qui jouait Sandman, qui a répondu aux questions de comicbook.com lors d'un podcast, et qui a dit qu'en fait, Spider-Man 4, avec Sam Raimi et Tobey Maguire, pourrait clairement se faire. Je le cite. Je pense que Sam va faire un autre Spider-Man avec Tobey Maguire, et ils avaient une option à l'époque pour que je fasse Spider-Man 4, quand il y avait des projets à l'époque justement pour une suite. Il y avait une option sur moi pour revenir, donc si ça arrive, ce serait fantastique. Je deviens un peu vieux, donc pourquoi pas y retourner. Pour lui, en fait, depuis qu'il y a eu Sam Raimi sur Doctor Strange et le multivers de la... comment il s'appelle, le multivers de la folie, c'est ça, Multiverse of Madness en anglais. Pour lui, en fait, il y a quelque chose de tout à fait possible chez Marvel, et Oui. c'est pas déconnant qu'il y ait un retour de Sam Raimi avec Spider-Man 4. Je me suis rendu compte, après avoir vu Doctor Strange, que tout est possible, vraiment tout dans l'univers Marvel, toutes les équipes, etc. etc. Donc bon, après, let's go, hein, ça peut être sympa d'avoir un retour de Sam Raimi à la barre, Oui. même si son Doctor Strange était pas incroyable, hein, il a pas marqué non plus les esprits, mais s'il revient avec Tobey Maguire, vu que Tobey est de retour dans No Way Home, pourquoi pas. Rien n'est plus impossible hein, dans cet univers du multivers. Après, on ne sait pas de quand datent ces informations. Est-ce que ça date de 2010 ou est-ce que ça date de 2023 ? Oui. C'est toujours un peu compliqué. Et puis, tendre un micro à n'importe qui, en fait, ça n'en fait pas forcément pour autant des informations. Ah, mais c'est Sandman, quand même. Ah ouais, non, mais attends, Sandman, attention, hein. Il était géant de sable. Attends, voilà. Bon, c'est ce qu'il dit. Non, mais bon, ça donne un peu d'eau au moulin bien entendu. des gens qui aimeraient que justement Sam Raimi revienne. Est-ce que tu crois que ça va se faire, cette affaire ? Parce que ça traîne, hein. Non, ça traîne, et puis surtout c'est trop compliqué au niveau des droits de Spider-Man. Je pense qu'ils veulent sécuriser plein d'autres trucs. Ce sera un autre super-héros, pourquoi pas, mais là, Spider-Man, faut pas déconner, ils font gaffe. Que Sam Raimi reprenne un autre super-héros, oui. Mais ce sera jamais le Spider-Man 4 qu'on attend, quoi. Donc, j'enchaîne avec un autre super-héros justement, et non des moindres, il s'agit de Superman. Superman qui a commencé son tournage le 29 février, on l'a appris sur l'Instagram de James Gunn, puisque vous le savez, James Gunn aime beaucoup communiquer sur Instagram directement avec les fans. Il en a profité pour dévoiler le logo sur le poitrail de... comment il s'appelle ?
Coren Sweat. Oui, David Coren Sweat. David Coren Sweat, merci. Le nouveau Clark Kent Kal-El Superman. Et il a mis ce petit message à l'intention des fans. J'ai le grand plaisir de vous annoncer le début du tournage principal de Superman aujourd'hui, le 29 février, qui se trouve être, sans qu'on l'ait prévu, l'anniversaire de Superman. Quand j'ai fini le premier jet du script, j'appelais le film Superman Legacy, mais une fois la version finale terminée, il est apparu clair que le titre serait Superman, tout court donc. On vous arrive en juin 2025. Donc 2 informations, déjà bon le tournage a commencé, et deuxième information, le film s'appelle désormais Superman tout court, et plus Superman Legacy, donc voilà. C'est tout ça. On a eu quelques petites bribes de photos du tournage, avec évidemment pas d'étalonnage, avec le fameux costume porté par David Coren Sweat, qui semble très classique dans l'aspect. Carrément. Bah, moi je trouve ça bien qu'il change. Il a pas le choix en fait dans l'idée de James Gunn. Il est obligé de prendre le chemin inverse de Zack Snyder, qui propose une version plus dark et plus gritty, quoi, plus brute. Lui, il faut qu'il fasse un truc coloré. C'est un truc qu'il sait faire. En plus, James Gunn, je pense qu'il a été un peu embauché pour ça dans l'idée. Donc ça me choque pas du tout qu'il prenne le contre-pied de ce qu'a fait Zack Snyder. Et je suis très curieux. Moi, c'est pas un super-héros qui me passionne, Superman, mais il y a toujours quelque chose à faire de sympa avec lui. Exactement. Voilà donc pour Superman, toujours prévu pour fin juillet 2025 dans les salles de cinéma, face à Fantastic Four, donc chez Marvel. On continue, Adrien, avec une image aussi du tournage de Tron 3. Ouais, 33 qui s'appelle Tron Ares et qui mettrait en scène, alors bon, heureusement ou malheureusement, Jared Leto. Voilà, c'est jamais génial d'avoir Jared Leto au casting d'un film, mais pourquoi pas. Et Jared Leto qui sera entouré d'Evan Peters, de Greta Lee, de Jodie Turner-Smith, donc quand même pas mal d'acteurs, Gillian Anderson aussi, qui sera présent au casting. Tron Ares qui se dévoile avec une première image officielle en fait du film, qui a été dévoilée sur Instagram. C'est une image sur laquelle on voit Jared Leto en costume, entièrement casqué, avec vraiment le costume classique de Tron, qu'on a pu voir dans le premier et dans Tron l'héritage, qui était sorti au début des années 2010. Il a légendé cette photo, Jared Leto, en disant: je suis ravi de faire désormais partie de la saga Tron et d'apporter ce nouveau film aux fans du monde entier. Alors pour le pitch, Tron Ares raconte en fait l'histoire d'un programme hautement sophistiqué du nom de Ares, envoyé du monde numérique au monde réel pour une mission dangereuse qui marquera la première rencontre de l'humanité avec des êtres dotés d'une intelligence artificielle. Le film n'a toujours pas de date de sortie, en tout cas on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il sortira, mais on sait qu'il sera visible au cinéma en 2025. Est-ce que ce sera un film d'été, un gros blockbuster d'été, ou justement... Ça va être un peu embouteillé quand même au bout d'un moment. Bah voilà, justement, t'en parlais juste avant, voilà, il y a du Superman, il y a du Fantastic Four, donc il faudra peut-être le sortir, je pense, un peu comme Dune 2 en ce moment, au mois de février-mars, c'est pas si bête, ça pourrait fonctionner, donc on attend. Et en fin d'année, il n'y aura pas la place, donc je pense qu'il vaut mieux qu'ils le mettent tôt dans l'année. Oui, ce sera plus probablement. Voilà pour Tron. Un projet qu'on ne verra finalement pas, dont on vous avait parlé il y a 2 semaines dans Pop News épisode 35, c'est le jeu vidéo Star Wars dans lequel on devait incarner un chasseur de primes mandalorien, développé par Respawn Entertainment, donc les développeurs de Titanfall, de Star Wars Jedi Fallen Order et Jedi Survivor. On a appris cette semaine que Electronic Arts avait à nouveau frappé son entreprise d'un grand coup de restructuration. Donc 5% des effectifs ont été licenciés, dont un certain nombre de développeurs chez Respawn, mais aussi des projets du coup ont été annulés. Et c'est le cas de ce projet Star Wars où l'on aurait incarné en vue FPS un chasseur de primes mandalorien. On apprend aussi que le prix des licences serait un peu mis en cause et que Electronic Arts veut réduire la voilure sur les jeux adaptés de licences connues, puisque forcément il faut acheter les licences aux ayants droit pour ensuite pouvoir les adapter. Et visiblement Star Wars ça les intéresse plus trop. Bon. C'est plus compliqué que ça parce qu'ils ont quand même toujours Star Wars Jedi avec Fallen Order, Survivor, etc. Mais il y a tout un sujet aussi qu'on n'aborde pas là, mais tout ce qui est justement licenciement à droite à gauche dans le monde du jeu vidéo, je pense qu'ils sont tous en train de se restructurer. EA est une entreprise qui aime l'argent, et qui veut justement faire des bénéfices. Là, c'est pas sûr qu'ils en fassent s'ils continuent là-dessus, quoi. Donc, juste ça aussi, je pense. Ouais. Alors qu'on a des petits problèmes sur la caméra d'Adrien, mais tout va bien, ne vous inquiétez pas. Oui. Donc voilà, bon, l'industrie du jeu vidéo en ce moment c'est compliqué.
puisqu'ils ont beaucoup grossi après le confinement, et enfin les confinements, et maintenant en fait ils sont en train de se prendre un retour de bâton qui est assez énervé, et le problème c'est que ça se traduit par des restructurations et des licenciements à tour de bras, c'est vraiment un coup de milliers d'emplois, hein, qu'on voit ça depuis l'été dernier, et ça n'a pas l'air de s'arrêter en si bon chemin, donc voilà, évidemment soutien à tous les gens qui ont été licenciés. On continue avec Dave Bautista qui est évidemment une des stars d'une partie 2, une des stars les moins importantes, j'ai envie de te dire, tellement en fait il y en a beaucoup dans ce casting, qui joue évidemment Drax dans Les Gardiens de la Galaxie 2. Est-ce qu'il pourrait revenir dans un rôle chez Marvel qui serait autre que celui de Drax ? Bah, c'est ce qu'il dit justement en pleine promotion pour Dune 2. On lui a posé la question chez Gizmodo, un média américain, et lui a précisé, il a fait justement une précision très intéressante en disant qu'il y a quelques temps il a dit que c'était fini pour lui Drax, donc il ne reviendrait pas dans Les Gardiens de la Galaxie en tant que Drax, mais il y a peut-être une chance qu'il revienne chez Marvel dans un autre rôle. Je vais le citer dans cette interview où il dit « Quand j'ai dit que j'en avais fini, j'en avais vraiment fini avec mon parcours en tant que Drax. J'ai toujours une relation avec Marvel. J'ai revu Kevin Feige, Lou D'Esposito, donc le producteur, il y a à peine 2 semaines. Et ils savent que je serai partant pour un rôle. J'adore l'univers des super-héros, je l'adore, je suis fan. Donc que ce soit Marvel ou DC, s'ils appellent, je répondrai au téléphone. Et si le rôle a du sens, je serai totalement partant. J'aimerais juste avoir l'opportunité de jouer un rôle plus important, un rôle différent, peut-être un rôle plus profond. J'adorerais avoir l'opportunité de jouer, disons, un méchant menaçant dans l'univers des super-héros. Mais en tout cas, je n'en ai pas fini avec ça, mais mon parcours avec Drax est définitivement terminé. » Donc on comprend que le mec, il n'y a aucun souci pour qu'on le revoie chez Marvel, dispo, et il précise d'ici aussi, parce qu'il est pote avec James Gunn, James Gunn qui est le patron de DC Studios maintenant. Moi, je mets une pièce aussi là-dessus qu'on le reverra dans un univers de DC d'ici très peu de temps, c'est sûr et certain. Sans aucun souci, à voir évidemment ce qu'on va lui proposer de faire. Hein. Mais c'est vrai que régulièrement dans l'interview, Dave Bautista annonce son envie d'avoir des rôles peut-être un petit peu plus intéressants aussi à jouer. Oui, exactement. Donc ça a l'air d'être ça qu'il attend. C'est cool. Rôle peut-être un petit peu plus intéressant, c'est dans la série Les Anneaux de Pouvoir, qu'on attend évidemment pour une saison 2 cette année. On a appris que les showrunners, Patrick McKay et J.D. Payne, avaient désormais signé un contrat de 3 ans d'exclusivité avec Prime Video, ce qui donne du coup a priori du grain à moudre aux deux créatifs, et donc une preuve de confiance de la part du studio par rapport à cette première saison et cette deuxième saison qui a déjà été tournée et qui est donc attendue probablement vers la fin de l'année. La saison 3 n'est pas encore commandée, cependant, a priori, les showrunners ont déjà commencé à travailler le plan initial de l'intrigue de cette saison 3, ce qui tente à prouver que, bon, le fait qu'ils signent pour 3 ans aussi, ça tend aussi à prouver que, bon, ils vont pas s'arrêter avec la saison 2. Non, donc voilà, a priori, Amazon travaille aussi à transférer sa base d'opération d'un studio à un autre au Royaume-Uni, ce qui montre qu'ils ont aussi l'intention de perpétuer leurs investissements avec les Anneaux de Pouvoir. Ça indique que ça va sans doute continuer. C'était déjà bien entamé, étant donné qu'ils avaient, en achetant les droits, annoncé qu'ils allaient, on va dire, produire 5 saisons. Pour l'instant, ça a l'air plutôt bien embarqué. On attend quand même avec impatience cette saison 2, puisque la saison 1 était pas sans défaut. Donc allons voir... soyons prudents. Oui, c'était notre première critique d'ailleurs dans le podcast. Les 3 premiers épisodes de la saison 1. C'était pas mal, mais c'était pas incroyable, quoi. On avait noté justement le fait que c'était super beau et que l'argent se voyait, quoi. Ils avaient bien utilisé le fric, mais niveau histoire, c'était quand même pas non plus la panacée, quoi. Donc ça manquait d'envergure, ça manquait de profondeur, et on espère que la 2, ils auront écouté peut-être les retours des gens, parce que on rappelle aussi que les spectateurs étaient pas trop au rendez-vous non plus pour cette saison-là, quoi. Donc, disons que il y a eu des grands records battus chez Amazon Prime Video au début, au lancement de la saison, mais bon, c'était un petit peu moins puissant sur la durée, donc à voir aussi ce que ça va donner sur cette saison 2. On a des informations sur le reboot de Y a-t-il un flic
Ouais, alors, Oui. c'est une news qui sort un peu comme ça, Complètement, un peu ouais. du chapeau. Pour ceux qui connaissent, évidemment, Y a-t-il un flic? C'était Frank Drebin, l'incroyable détective, avec ses films remplis de gags. Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood, etc., etc. C'était des grands films de comédie, avec Leslie Nielsen qui nous a quittés en 2010 maintenant. Et il y a un projet de reboot, et ça va se faire. En fait, ça sera en 2025, et pas avec n'importe qui. Ce sera avec Liam Neeson. Liam Neeson, Taken, tous les films d'action un peu nulos qu'on voit ces dernières années, les Neeson Movies, quoi, on peut les appeler comme ça, qui reviendra avec à la réalisation Akiva Schaffer, qui est l'un des membres du trio des Lonely Island, et qui a fait quand même quelques films à son actif, des comédies américaines, plutôt pas mal, hein, on va pas se mentir, il y a des trucs très sympas, et produit par Seth MacFarlane de Family Guy, ou les Griffins en français. Donc c'est plutôt rassurant, parce qu'en fait ils vont quand même avoir cet humour un peu décalé, un peu poète-poète, un peu gagasque, évidemment qu'il faut, et on fait pleinement confiance à Seth MacFarlane pour gérer tout ça. Le film sortira le 28 juillet 2025 aux États-Unis, et en France ce sera sûrement dans ces eaux-là. Voilà. Eh bien, Ouais. je suis assez impressionné par le nombre de projets qu'on nous annonce pour juillet 2025 quand même. Ouais, comme tu dis, ça va être embouteillé, hein. Je pense que ça va être un peu compliqué. C'est assez fou. Ouais. Y a un projet qu'on nous a annoncé cette semaine dans un Pokémon Direct, c'est le nouveau jeu Pokémon. Alors vous le savez, traditionnellement en début d'année, Nintendo et la Pokémon Company organisent ce qu'on appelle un Pokémon Direct, qui est là pour nous présenter le jeu Pokémon qui doit sortir en général en novembre 2024, et en fait non. Il n'y aura pas de jeu Pokémon en novembre 2024, puisqu'il sortira en 2025, nous a-t-on annoncé cette semaine dans ce fameux Pokémon Direct, et on a désormais son nom. Il s'agit de Pokémon Legends ZA, qui se déroulera dans la ville d'Illumis, qui est sur le continent de Kalos, qui était inspiré de la France à l'époque, dans la 6e génération de Pokémon, sur les jeux Pokémon X et Y qui étaient sortis sur 3DS. Chose intéressante, c'est un jeu de la licence Pokémon Legends, donc plus ou moins suite spirituelle de Pokémon Legends Arceus, qui avait une version plus ouverte, moins RPG, qui était sortie sur Nintendo Switch il y a déjà 3 ans. Alors là, je peux pas t'aider. Je suis nul en Pokémon. Mais vraiment, c'est toi qui tout connais ça mieux, pour quoi. vous dire que voilà, c'est a priori ils insistent sur cette nouvelle itération, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors à voir ce qu'ils vont donner. En fait, 2022, janvier 2022, Pokémon Legends Arceus, que j'avais plutôt bien aimé. Par contre, on pouvait critiquer évidemment la technique et le visuel du jeu, qui était vraiment un peu aux fraises. Donc on espère que le jeu sera mieux tenu techniquement que celui-ci. En revanche, du coup, vu qu'on nous l'annonce pour 2025, alors on sait pas quand, on s'imagine que ça sera sans doute en début d'année 2025, et donc potentiellement que le jeu soit cross-gen, donc qu'il soit à la fois sorti sur Nintendo Switch et sur Nintendo Switch 2, puisque les différentes rumeurs nous annoncent une potentielle sortie de la Switch 2 en début d'année 2025. Ouais, non, mais j'ai l'impression que les gens sont très hypés par ce jeu-là. Encore une fois, hein, je le répète, je suis pas du tout connaisseur de Pokémon. Les gens attendent, peut-être une refonte un petit peu du gameplay, non, ou des choses dans le genre, quoi. C'est ça. Mais tu vois, c'est dommage parce que moi, j'étais client de Pokémon quand j'étais enfant. J'aimerais bien un jeu Pokémon qui revienne un petit peu, tu vois, me titiller en me disant, tiens, regarde, en fait, maintenant, on a un peu repris les bases de ton enfance, c'est sympa, mais remis au goût du jour. Et je nie pas que c'est des jeux sympas, hein, mais je sais pas, qu'ils attirent un nouveau public peut-être, parce que j'ai l'impression qu'ils attirent que les fans tout le temps, en fait. Et complètement. Les gamins. C'est dommage qu'ils se limitent à cette niche. Et, c'était l'objectif de... C'était l'objectif de Pokémon Écarlate et Violet, qui est sorti du coup en 2023. Oui, non, en 2022, mais fin 2022. Et qui au final a été un peu décevant aussi d'un point de vue technique, quoi. Et moi j'avais trouvé le jeu assez intéressant, mais je pouvais pas aller à l'encontre de ce que les gens disaient sur l'aspect, on va dire, daté de ce qu'est capable de proposer la Switch. Et encore, en fait, c'est pas tant la Switch qui est limitée, là, c'est
l'équipe technique de Pokémon Company, quoi, de Game Freak. Ouais, Donc bon, là c'est compliqué, on peut pas demander un Breath of the Wild à Game Freak, puisqu'ils ne veulent pas, en fait, appliquer les moyens, et donc, du coup... Après, ils auraient tort de se priver, hein, tant que la machine à cash fonctionne, allons-y. Hein, donc, exactement, okay. Et donc, point de vue machine à cash, justement, il y a une nouvelle information qui a été divulguée durant ce Pokémon Direct, c'est la venue d'un nouveau jeu de collection de cartes Pokémon qui arrivera du coup désormais dans nos téléphones portables, dans nos smartphones, un petit peu à l'image de Pokémon Go, ça s'appelle Pokémon Trading Card Game Pocket, qui est annoncé pour 2024, sans plus de précision. Donc l'idée c'est que en gratuit, vous allez pouvoir ouvrir 2 boosters de cartes gratuitement par jour. Évidemment, vous pourrez payer pour en ouvrir plus, évidemment. Et donc, compléter votre collection de cartes Pokémon. Vous pourrez aussi les échanger avec vos potes, faire des combats, etc. Et il y a une espèce de technologie un peu immersive. Vous pourrez explorer les cartes dans les concepts. Bon, bref, c'est sympathique. Génie, hein. Non, mais c'est du génie marketing, hein. Ils sont très sûr. forts. Ils sont très forts. Ça peut cartonner comme jamais. Ouais. C'est limite la planche à billets là. Ah ouais, ils sont forts. Hein. Ils s'emmerdent pas là, clairement. C'est parfait, hein, c'est ce qu'il fallait faire. Hein. C'est même étonnant qu'il l'ait pas fait plus tôt, quoi. Ouais. Donc tu vois le marché des cartes physiques, tu te dis mais pourquoi vous avez pas fait ça avant, non, mais c'est dingue parce que le marché des cartes physiques ça continue encore. C'est impressionnant. Moi j'ai accompagné le fils d'amis la semaine dernière acheter des cartes Pokémon et du coup il les a ouverts devant nous et c'était, mais tu voyais le truc, c'était l'émerveillement total, quoi. Donc écoute, pourquoi pas, moi c'est typiquement le genre de truc, ça me fera plaisir d'ouvrir des boosters gratos, mais par contre jamais de la vie je paye pour ça, tu vois. Mais par contre je sais que c'est typiquement le genre d'application qui est fait pour te faire raquer à fond, quoi. Évidemment. Donc 2 boosters de cartes Pokémon, ça sera pas suffisant pour ta journée, et il faudra que t'en achètes. Donc voilà, ils sont très forts. Très très forts. Voilà pour les brèves de cette semaine, Adrien. On va pouvoir passer tranquillement à ton point box-office, qui va, à mon avis, être plutôt marqué par un certain géant de sable. Oui, tout à fait, un gros verre de sable même. D'une partie 2 qui cartonne de ouf. C'était prévu, on le savait, mais là, on va franchement faire le détail. En France, tout d'abord, qui fait un carton pour son premier week-end, puisqu'il a déjà fait 166 000 entrées, ce qui surpasse largement le premier film qui lui avait fait 115 000 entrées en 2021. En incluant les avant-premières, on a déjà 260 000 entrées. Donc c'est vraiment énorme pour la France. En France, au niveau de dollars, en fait, c'est un démarrage qui se chiffre à 9,6 millions de dollars. Donc ça place Dune 2 comme le 3e marché mondial pour le film de Denis Villeneuve. C'est aussi une nette amélioration par rapport au premier film qui lui avait récolté 7,2 millions de dollars en France, au même stade. Donc on est quand même sur un bon départ pour Dune 2. On sent que le marketing a bien fonctionné. À l'étranger, à l'international, évidemment aux États-Unis, parce que c'est là que le film était très attendu, le film a généré 81,5 millions de dollars pour son premier week-end. C'est presque le double du premier film, donc de Dune partie 1, qui lui avait fait 41 millions de dollars. Donc encore une fois, là, le film est extrêmement bien parti. Et au niveau mondial, Dune partie 2 fait déjà 178,5 millions de dollars de recettes pour son premier week-end, ce qui le rapproche des performances d'Oppenheimer qui lui avait fait 180 millions de dollars de recettes au même moment. On rappelle qu'Oppenheimer, lui, avait quasiment frôlé le milliard à la fin de sa carrière. Est-ce que ce sera le cas pour Dune 2 ? Il y a franchement... Il y a de grandes chances, parce que j'ai l'impression que c'est le film le plus hypé là, depuis justement l'été dernier, et Barbie, Oppenheimer, quoi. Donc, complètement. C'est assez... très très impressionnant, et il faut savoir qu'on l'estime à 190 millions de dollars de budget de production. Et excuse-moi, c'est ce que j'allais préciser aussi, ouais, tout à fait. Variety, justement, notamment le magazine Variety qui parle de ça, donc oui, là il va rentrer dans ses frais, ça c'est sûr et certain. Il y aura sûrement du bénéfice, et ça va mettre en marche aussi la machine Dune 3 d'ici très peu de temps. J'imagine qu'ils attendent les chiffres... des 2 prochaines semaines, et puis après ce sera bon, quoi. Ils vont pouvoir peut-être faire une annonce officielle en disant qu'ils sont probablement sont partis, quoi. Ouais. En tout cas, que Dune 3 arrivera, quoi. On imagine. Après ça dépend surtout de Villeneuve et du box office. Et Villeneuve bosse déjà sur le script du 3, hein. Donc il n'y a pas de souci. Lui il a qu'une envie de toute façon, c'est de finir avec le 3, donc allez voir notre petite vidéo sortie sur Dailymotion et sur YouTube au sujet de Dune 3, justement. Adrien nous avait préparé un sujet à ce sujet. Donc, un guide, allez-y. ouais.
sur Dune 3, la suite, les séries qui peuvent arriver sur HBO, etc. Je continue le point box-office avec Bob Marley One Love qui a attiré 1 224 000 spectateurs en deuxième semaine. Pareil, le carton continue pour le biopic sur Bob Marley. En France, Dali qui a franchi les 400 000 entrées en seulement 3 semaines. Il est à 403 222 entrées précisément. Et en fait, ça va sûrement devenir le plus grand succès de la carrière de Quentin Dupieux, au-dessus de Yannick, qui était déjà un énorme succès, Yannick, l'été dernier, quoi. Donc, pareil, là, on a des beaux succès au cinéma en ce moment, c'est assez fou, quoi. Tout sauf toi avec Sydney Sweeney et Glenn Powell qui dépassent les 500 000 entrées lors de son 5e week-end en France, qui totalise 511 000 entrées. C'est le buzz TikTok qui a vraiment tout fait, parce que le film en fait va sûrement terminer autour des 700 000 entrées. C'est vraiment aussi énorme pour une comédie romantique américaine avec 2 stars sans être des stars, quoi. C'est pas des non plus, tu vois, pas des grands noms. C'est pas des grands noms, quoi. Aux États-Unis, il atteint 200 non, pardon, pas aux États-Unis, à l'international, il atteint 200 millions de dollars de recettes avec un budget de production de seulement 25 millions, quoi. Ça fait rêver, je pense, beaucoup de producteurs, le succès de Tout sauf toi. Tu m'étonnes. Je poursuis avec La zone d'intérêt de Jonathan Glazer qui lui a déjà fait 600 000 entrées après son 4e week-end avec un chiffre très précis de 608 666 entrées. Pareil, le carton continue. On sent que voilà, il y a une bonne répartition en fait en France du film. Il n'y a pas juste un carton, une déception. Vraiment, les gens sont curieux et vont naturellement voir plusieurs genres de films. De fou. Et je termine, alors c'est pas au point box-office cinéma, mais c'est sur Netflix avec Avatar, le dernier maître de l'air, qui est sorti il y a quelques semaines, enfin quelques jours, bientôt 2 semaines, qui a fait 21,2 millions de vues pour ses 4 premiers jours, ce qui fait que c'est une augmentation de 15% par rapport à One Piece et ses 4 premiers jours aussi. Donc Avatar dépasse One Piece, qui était pourtant extrêmement attendu aussi sur la plateforme. Voilà. Bon, bah à voir si le succès va se tenir sur la durée. Ça, c'est évidemment le truc le plus important pour Netflix. À voir. Évidemment. Tout à fait. Merci pour ce point box-office, Adrien. Mais de rien. C'était super, comme chaque semaine. Ouais, je sais. Bon, bah écoute. Là l'important, ça y est. Il faut y aller. Il faut y aller, il faut partir sur le désert brûlant d'Arrakis. Aujourd'hui, on a décidé de pas faire un gros sujet habituel avec une grande question, encore que si, il y a une grande question. Cette grande question, c'est qu'est-ce qu'on a pensé de Dune partie 2 ? Alors, donc on va préciser tout de suite, déjà qu'il n'y aura pas de spoiler dans cette partie du podcast. Très léger, quoi. Ou alors ce sera très léger, on vous préviendra. On va quand même partir du principe que vous avez vu la partie 1. Bon, je pense que ça c'est pas trop compliqué. Donc cette suite, elle arrive 3 ans après Dune partie 1, qui était déjà un film qui était sorti dans un moment un peu particulier, puisqu'il était sorti à la fois au cinéma mais aussi sur HBO Max à l'époque en streaming. Donc le film avait évidemment un petit peu pâti de cette double sortie et avait pas réalisé un box-office aussi énorme qu'on aurait pu le croire. Il avait fait un truc genre 480 millions, un truc comme ça, donc c'était pas si mal pour un box-office sinistré. Et là arrive cette suite très très attendue, ou du moins très très hypée sur ce début d'année 2024, puisque tu as l'impression que c'est le seul film qui sort depuis décembre. Ou voire plus. C'est ce que je disais, franchement, depuis Oppenheimer et Barbie, c'est le gros truc que tout le monde attendait. C'est la sortie événement au sens de Barbie Oppenheimer. Mais ça, on va pas spécialement en parler, puisqu'on a un sujet là-dessus la semaine prochaine, dont on vous parlera. Bon, on reprend un petit peu à la suite directe d'une partie 1, à savoir Paul Atreides est le dernier des Mohicans, enfin le dernier des Atreides, et est parti... ouais, pas vraiment, mais c'est parti se cacher dans le désert des Fremen et intègre un petit peu cette tribu et ses usages pour tenter potentiellement de faire tomber l'empereur, quoi. Exactement, de mettre à bas en tout cas le joug des Harkonnen sur la planète sur Arrakis. Exactement. Donc voilà un petit peu le concept de ce deuxième film qui ressemble en fait énormément à la partie 1. C'est-à-dire que je suis pas d'accord. Visuellement en tout cas. Oui, visuellement. Et encore.
Ah, tu vois, je pensais pas que j'allais défendre le film, mais je peux commencer là-dessus? Bien sûr, Ouais, au vas-y. moins, ouais, je vais le défendre parce que j'aime pas le film, mais je suis pas d'accord parce que je trouve que déjà narrativement, au lieu de poser les bases, ce que faisait le premier film, Mhm. là au moins ça avance un peu quoi. Même si c'est très long, c'est 2h40 de film, je trouve qu'au moins bah, il se passe des choses, il y a le voyage du héros, le vrai, tu vois, cheminement de Paul, on comprend pourquoi il fait ce qu'il fait. Il n'est pas juste en train de subir, il prépare un plan. Mhm. Déjà, c'est autre chose, tu vois. On connaît mieux les enjeux aussi, Ouais. parce qu'on connaît mieux les personnages, parce qu'on les a vus pendant 2 heures et Mhm. quelques dans la première partie. Donc déjà, ça, je trouve que c'est mieux rythmé. Il y a des phases d'action qui sont plutôt bien foutues, Mhm. notamment des attaques de véhicules d'Harkonnen, Mhm. etc., qui sont bien. Visuellement, je trouve aussi qu'il s'est débarrassé un petit peu du... Alors, légèrement débarrassé, parce que je trouve que c'est le gros problème du film, il s'est légèrement débarrassé du côté poseur. Légèrement. Parce que Mhm. pour moi, c'est quand même le film de poseur par excellence. Mhm. Mais là où il le fait un tout petit peu moins, c'est parce qu'en fait, il sait comment créer des plans iconiques, mais qui ont un sens aussi dans la narration. Sans spoiler, je peux pas trop en dire, mais il y a une phase que tout le monde attend, évidemment en allant voir le 2, où il va se passer quelque chose avec un verre des sables. Et là, tu fais ok, c'est quand même un moment clé du film. Je trouve que c'est super bien amené, il prend son temps, la caméra elle est nickel, c'est exactement où il faut la poser, c'est exactement le bon montage, c'est super. Et donc à ce moment-là, je me dis ok, bah là je suis dedans en fait. Je suis dedans parce qu'il se passe quelque chose, tu me racontes quelque chose, ça va avancer, ça va, voilà. Et de l'autre côté, et c'est là où je vais tomber dans un truc plus négatif, mais je vais te laisser la parole avant, des fois il tombe dans des travers de regarde, là c'est beau, là c'est super, là on dirait une peinture, putain c'est un tableau, regarde là mon personnage je l'ai mis bien au centre et il revient vers la caméra avec le vent dans le dos, putain c'est nickel, hein, t'as vu? Oui mais ça je m'en fous, arrête quoi, ça me raconte rien quoi, c'est voilà. Bon. Du coup, je voulais te répondre sur l'histoire du narratif déjà, avant de partir sur le visuel. Je suis d'accord qu'effectivement, le fait d'avoir déjà une adaptation de Dune de Frank Herbert en 2 parties, ça permet au deuxième film de prendre un peu son envol, dans le sens où bah, le premier a fait tout le travail de mise en place des enjeux, des personnages, etc. Et ce qui permet au deuxième film déjà de s'affranchir un peu de tout ça. Ce qui lui permet aussi de s'ouvrir à des choses peut-être un petit peu plus intéressantes et d'aller un petit peu plus en profondeur dans ce qu'est l'œuvre de Herbert. Puisque, et ça c'est un truc qui m'a surpris agréablement dans le sens où il va vraiment développer le propos de ce que c'est que le fanatisme religieux. Et de ces choses-là. Et ça c'est assez intéressant. Bon, personnellement, je préfère le lire que le voir dans le film, mais ça c'est un autre sujet. Parce que je trouve que ça va évidemment plus loin dans le bouquin et c'est plus intéressant. Mais au moins, il passe pas à côté de son sujet et il l'a compris. Et ça, c'est quand même... j'ai envie de dire. Ouais, heureusement. C'est quand même le truc central aussi, c'est le thème central. Et c'est quand même assez agréable de voir qu'il a pas rendu le film plus facile. Parce que, très clairement, il y a des sujets qui font énormément écho à des sujets d'actualité. Et tu te dis que ça serait potentiellement assez difficile de le faire passer dans le monde de 2024. Et il y va quand même à fond, tu vois. Donc ça, pour le coup, narrativement, c'est quand même très agréable. J'ai quand même eu un petit souci, c'est que le moment du switch, on va dire, qui s'effectue autour du personnage principal est très rapide et trop rapide. Ouais, et tu te demandes où sont les motivations, parce qu'en fait, ces motivations sont très ancrées pendant 1h30, et ne sont plus du tout au moment de ce switch-là, et tu te dis, mais attends, il s'est passé quoi, en fait Alors, on va pas rentrer dans les spoilers, hein, parce que là, on est sur la limite, mais on m'a dit que la fin était un peu différente de celle du bouquin. Moi, j'ai pas lu le bouquin. Tu trouves que c'est une bonne adaptation, toi, ou pas? Oui, je pense, on peut... évidemment, quand tu compares au Lynch, c'est mathématiquement l'adaptation. Je parle de la fin même, juste le changement. Disons que c'est une adaptation. Je comprends l'adaptation pour faire en sorte que ce soit plus rapide. Mais bon, je sais pas si je suis très fan. Ok, ça marche. Mais bon, c'est quand même une meilleure adaptation que ce qu'on avait eu avant. Hein, mais, oui, j'aime bien le Lynch, moi j'aime beaucoup. Il a ses défauts. Moi j'ai du mal avec le Lynch, perso. Bah, moi je trouve qu'il est vivant, quoi. Et, ça, oui, ça on peut en parler.
Ouais, c'est ça. Ouais, je vais en venir là-dessus, que c'est désincarné au possible en fait. Mm. C'est désincarné au possible. C'est ce désert là, j'en peux plus quoi. Je comprends hein, l'idée de nous faire justement de nous plonger là-dedans et de nous dire regardez, ils en chient, il arrive à mener une révolution, voilà, etc. Mais oh là là quoi, ils ont pas de charisme. Les acteurs sont pas bons, je suis désolé, moi j'ai du mal. Enfin, les acteurs sont pas bons. Zendaya est nulle. Elle a aucun charisme. Zendaya est nulle. De toute façon, ça n'a jamais été une grande actrice. J'ai jamais compris pourquoi Zendaya était portée au nu comme ça. Chalamet est ok, mais Chalamet, au bout d'un moment, on lui demande pas de faire grand chose pendant 1h30. Et quand il commence un peu à faire des trucs, c'est sympa, mais c'est pas non plus. Tu vois. Moi, j'ai un souci avec la deuxième partie Chalamet pour le coup. Avec la deuxième partie. Chalamet, ouais, la deuxième partie du film, pour moi, Chalamet, il est à côté de la plaque. C'est bon. Ah, il est à côté. Parce que, en fait, on t'explique qu'il a une autorité naturelle, mais son autorité, en fait, dans le jeu, elle passe par le cri. Et pour moi, ça n'a aucun sens. C'est un non-sens, pour moi. Par la voix. Et c'est un peu dommage. Donc là-dessus, ouais, il a pas de charisme. Pour le coup, leader charismatique, normalement, t'as pas besoin de crier en fait. Mais c'est pour ça que j'y crois pas. En fait, quand Javier Bardem, il est fan de lui, j'ai du mal à y croire. À chaque fois, je fais ouais, ok. Si tu veux croire un truc. En fait, tu vois, c'est exactement la même histoire que dans Matrix. Dans l'idée, c'est Morpheus, c'est Javier Bardem et un peu. Et Neo. Enfin, tu sais, c'est l'élu quoi. Tu vas chercher l'élu quoi. Et moi, j'y crois plus dans le jeu de Laurence Fishburne dans Matrix que dans celui de Javier Bardem qui est too much, tu vois. Tout le monde se marre là-dessus, c'est devenu un mème, mais c'est vrai que c'est trop en fait. Et en fait, moi, ça m'a sorti un peu du film. Et le jeu d'acteur, je trouve, est très côté gentil entre guillemets, côté Fremen et côté je sais pas quoi, c'est mou quoi, on n'y croit pas, c'est un peu chiant. Conan c'est un peu mieux parce que eux ils ont plus à faire, c'est plus too much en fait, donc c'est rigolo quoi. Oui, puis en fait c'est nous les méchants, on est vraiment très méchants, tu vois. Ça c'est cool. On est noir et blanc, on est très méchants. Ben voilà, j'aime bien. Bon, d'accord, et c'est vrai que alors moi il y a un truc, c'est sur le design aussi. Je sais pas si t'as remarqué, mais les deux personnages principaux que sont Chani et Paul vivent dans le désert depuis des mois. Ouais. Ils changent pas de fringues. Ils sont impeccables. Impeccable. Tu regardes Stilgar, il est dégueulasse. Ouais. Et eux, ils sont impeccables. T'as l'impression on revient un petit peu au côté au côté pub de parfum qui avait beaucoup d'une partie 1 que d'une partie 2 à moins. Oui. Mais et tu te dis bah ouais, mais au bout d'un moment en fait montre-moi que tu vis là-dedans. Tu vois, mais les mecs dans le bouquin ils boivent leur sueur. Oui. Comme ça. Ouais. Tu vois, on en est là normalement quoi. Et dans le film ils galèrent, hein. Dans le film ils sont en galère. Ouais. C'est vrai que t'as raison, ils sont ultra propres, ultra nickel, mais c'est parce que c'est un faux film en fait, c'est pour ça que je dis c'est un film de poseur. Alors c'est pas un film de studio parce que c'est en décor réel, ça c'est cool et c'est très beau, hein, il y a pas de souci, mais c'est un film de chef. Il y en a beaucoup qui le disent, c'est pas moi le premier, mais ça je leur prends, c'est un film de chef opérateur en fait. C'est vraiment un film de photographie en fait, c'est pas du tout un film de réel. Et c'est ce que en fait, c'est dans la filmo de Denis Villeneuve, c'est ce que je commence à reprocher à partir de Blade Runner. Et Blade Runner, en fait, c'est trop désincarné. Et c'est trop vide, et c'est trop épuré, et c'est trop. J'arrive pas à avoir de l'émotion, un engagement émotionnel dans un monde aussi vite et creux. En fait, moi, mon problème, alors c'est. Tu vois évidemment qu'il travaille son cadre, qu'il travaille ses compositions, qu'il travaille tout ça. Il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, j'aime bien le travail esthétique, bien entendu. Mais par pitié, fais un effort sur la photographie, quoi. J'en ai ras-le-bol de ce désert qui est gris et blanc. Ça m'allait sur d'une partie 1, tu vois, parce que bon, j'avais compris. Voilà, j'en peux plus, en fait, d'une partie 2. Et en fait, c'est surtout qu'en plus, t'as des moments où tu vois qu'il fait des trucs sympas, t'as des couchers de soleil, c'est des trucs un peu mordorés, et tout, tu vois. Et au bout d'un moment, tu dis, mais donc en fait, ton film, tu pars du principe que tout ce qui se passe à l'intérieur, ça se déroule au zénith du soleil d'Arrakis, quoi. Tout le temps, ça va pas, donc je sais pas, tu nous montres que tu sais faire des beaux plans, pourquoi tu délaves ton image sans arrêt? Mais ce sable gris, je le disais avant d'y aller, j'en peux plus, enfin c'est un parti pris, hein, mais parce qu'il veut pas faire...
J'aime pas ce parti pris, mais Il veut faire un et je truc comprends. où Mais... il veut pas faire Laurence d'Arabie, donc en fait, il veut pas, tu vois, non, mais c'est compliqué, quoi. Il y a ça, il y a un truc où j'ai un peu de mal, mais en même temps, ce serait dur de lui reprocher, c'est au niveau des ellipses temporelles, parce qu'en fait, on ne sait pas combien de temps s'écoule dans ce film, et ça me stresse, parce qu'en fait, c'est toujours les mêmes lieux. En fait, c'est soit le désert, soit les Harkonnen, et c'est tout. Et en fait, bon, il y a un autre lieu vite fait. Mais et à chaque fois, je fais ah, mais oui, mais à un moment, il y a Chani, donc Zendaya, qui lui dit oh là là, on pense que tu ne passeras pas l'été. Mais quel été, enfin, quelle saisonnalité, quelle temporalité, on ne sait pas où vous êtes. Vous avez toujours les mêmes fringues, vous êtes toujours. Il n'y a pas un moment où. Voilà, rien. Et tu fais bon. Donc ça avance, tu comprends que ça avance parce que d'un coup il y en a une qui est peinturlurée, tu fais ok, il est de plus en plus énervé, donc bon bah il a dû se passer quelques semaines, tu vois, et c'est dur, j'entends, mais ça aussi ça me sort du film, quoi. Ouais, je suis... En fait, pour être très honnête, je suis allé voir le film hier après-midi, et quand j'en suis sorti, j'arrivais pas à me faire un avis franc dessus. Parce que c'est un film que j'ai tant envie d'aimer, tu vois. Alors, pourquoi, en fait? Parce que, moi, Dune, j'aime beaucoup le bouquin. Ouais. Dune partie 1, je fais pas partie de ses défenseurs, j'avais bien aimé, j'avais passé un bon moment, tu vois. Dune partie 2, j'ai passé un bon moment, tu vois, mais c'est qu'il y a tellement de trucs qui me vont pas. Moi, c'est de la science-fiction chiante, quoi. Mais c'est un peu ça. En fait, c'est la science-fiction, mais genre, on a coché toutes les cases qu'il fallait. On a le casting de Rosta, la photo qui est incroyable, le réal un peu qui est ultra trendy parce que c'est un auteur de blockbuster. En fait, tout est fait pour que ça marche. En fait, pour moi, ça marche pas parce que en fait, il y a trop. Et je l'avais dit, et je crois que j'avais dit exactement la même chose en sortant du film à l'époque, du premier, en disant c'est trop parfait en fait. Tu vois ce que je veux dire? Même si je préfère le 2 parce qu'il est moins parfait, il a plus d'imperfections que le 1, mais dans le bon sens. Mais tu vois, ces genres de films, tu fais, mais oh là là, laissez la place aux aspérités, laissez la place un petit peu à la vie, quoi, au truc, je sais pas, un peu plus. J'ai revu Blade Runner il y a très peu de temps, le premier de Ridley Scott, putain, ça vit, quoi. C'est une science-fiction, certes à l'ancienne, mais il se passe des choses. Celui de Lynch, il se passe des choses. Celui de Jodorowsky, il aurait été incroyable s'il était sorti. Enfin, tu vois, c'est. En fait, ma problématique avec ce film, c'est que tu as l'impression que. Alors oui, il y a du monde à l'écran, mais le monde ne vit pas. Ouais, voilà. Dans le sens où, en fait, je sais pas ce qui anime ces gens à l'intérieur, tu vois. Effectivement, il y a plein de monde qui bouge, mais en fait, tu les vois jamais faire des trucs. T'es toujours 100% sur les personnages principaux, qui, eux, pareil, ne font jamais rien que se battre, discuter, ou s'embrasser, enfin bref, ce que tu veux, mais il y a rien de réel dans cet univers. Genre, ça bouffe pas, alors ça boit pas, certes, c'est normal, mais je veux dire, c'est très étrange. Tu te dis que t'as l'impression que tout est utilitaire dans ce film. Ouais, mais que ça raconte pas non plus grand chose, parce que utilitaire ça devrait servir l'histoire tout le temps. Et là, il y a des phases où je trouve qu'il prend son temps pour pas grand chose, et d'autres où c'est rushé alors qu'il devrait prendre son temps. Et ça, c'est un gros défaut, parce qu'en fait, notamment la fin, t'as envie, faut que ce soit un climax, faut que ce soit un truc de ouf et tout, vas-y, prends ton temps, on a le temps, là, c'est cool. T'as fait monter la sauce, en plus, t'as fait monter la pression, ça va être trop bien, moi j'attendais le truc. Puis en fait, dans ma tête, j'ai pas regardé l'heure, mais je fais, là, ça va pas durer si longtemps que ça, et voilà, ça va pas durer longtemps. Donc j'étais déçu de la fin, parce que pour moi, elle est trop rushée. Je suis très déçu par la fin, personnellement. Et il y a un truc, et ça c'est lié à une interview qu'il a fait il y a pas longtemps, il reproche par exemple à la télévision, notamment aux séries télé, d'avoir corrompu le cinéma à cause des dialogues. Parce qu'il y a trop de dialogues pour lui au cinéma depuis Oui mais mec, les dialogues c'est important aussi, quoi. Enfin, les dialogues ça fait avancer une histoire, je veux dire, certes, alors j'entends, le cinéma n'est pas du théâtre, mais en même temps, tout part de là, enfin je veux dire, c'est le jeu d'acteur, c'est ça, enfin c'est important aussi d'avoir... Et puis il est gonflé parce qu'il discute son film, hein. Alors oui et non, je trouve qu'ils discutent pour... Oui, alors ils discutent, mais ils discutent pas pour dire grand chose, quoi. Et parce qu'il sait pas écrire de dialogue, enfin je pense que les dialogues sont inintéressants, tu reprends les dialogues, et j'ai aucune phrase qui me revient. Non. À part machin Al-Gaïb, c'est tout, quoi. C'est rien que je retiens, et il devrait faire des docus animaliers, il serait super. Non, mais je vais trop loin, mais ce serait un super réal de docus animaliers, il y a aucun souci. Là, qu'est-ce que je me suis emmerdé, quoi. Enfin, c'est... Moi, je me suis pas ennuyé parce que, honnêtement, le film dure 2h45 et j'ai pas regardé une seule fois ma montre. En revanche,
comment dire, déjà je suis extrêmement déçu par la fin pour l'avoir lu et pour m'en être fait une idée personnelle. Et je me suis dit, ah ça y est, il va lâcher les chevaux. Et en fait, il s'en bat les couilles de la bataille finale. Mais genre vraiment. Mais oui, mais oui. C'est-à-dire que le mec a décidé d'adapter Dune. Donc, un des monuments de la science-fiction, un chef-d'œuvre, on va dire, philosophique, mais aussi d'une certaine littérature de science-fiction et quelque part d'épique. Et tout ce qui l'intéresse, ça n'est pas ce qui se passe à la fin. Ouf, hein. C'est-à-dire que... non, il est incapable de filmer un combat, je suis désolé. Où est le réalisateur de Sicario ? Genre, où est-il ? Il est incapable de te monter en puissance de crescendo une bataille finale. Tu te dis mais attends, mais c'est pas possible quand même dans le cahier des charges d'un film comme celui-ci. Tu t'es des frissons quoi, faut que t'aies les poils. Mais alors, moi j'en avais rien à foutre de la fin. J'étais en mode ok. Et un des grands money shots qu'on a dans les bandes annonces, c'est la chevauchée des vers, tu vois. Et tu fais mais... Et là c'est pareil en fait, tu n'as que ça dans le film, il n'y a rien d'autre. Et tu fais mais c'est pas possible. Ce que t'as vu dans la bande-annonce, tu le vois dans le film. C'est pas possible. Mais pareil, moi je vais ah c'est le plan de la bande-annonce. Et puis là je fais oh bah quand même il y aura autre chose. Non. Ok. Bon. Et là bon, bref. Retournons en studio, ça va être plus sympa. Je suis très surpris. Et à la fois en fait, quand j'en suis sorti, j'essayais d'expliquer un petit peu à ma compagne pourquoi j'étais déçu, tu vois. Et je suis en train de me dire que, bah, en fait, ce livre, ça doit rester un livre, quoi. Ah, mais il y a des trucs inadaptables, et c'est pour ça qu'il a toujours eu cette réputation de livre très dur à adapter. Moi, j'ai jamais lu, je le lirai peut-être un jour, hein, mais j'imagine qu'il est très compliqué, c'est pas pour rien qu'il a cette réputation. Tout ça pour dire que... Moi, j'en attendais rien, tu le sais. Depuis, oui, c'était devenu une blague entre nous. Hein. C'était devenu une blague, évidemment, mais la blague est réelle. Hein. J'en ai rien à foutre de lui. Ce qui m'interloque plus et ce qui m'intéresse plus, c'est de savoir pourquoi ce film, actuellement, est le film qu'il faut voir absolument, que tout le monde, et il y en a qui mentent, on le sait dans notre entourage, il y en a plein qui vont dire c'est génial comme film et tout. Non, arrêtez de vous toucher sur ce film. Après, Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ce film en fait ? Après tu vois, honnêtement, moi je le jette pas du tout la pierre aux gens parce que en fait j'aimerais bien l'aimer ce film, tu vois. Et j'ai l'impression d'avoir raté un truc. Et tu vois, j'écoutais des critiques là ce soir pour essayer de comprendre, tu vois. Et à chaque fois, je me disais, mais en fait, j'ai pas vu le même film, tu vois. Des bonnes critiques. Oui, il y a que ça quasiment. Moi, ça me fait peur en général, c'est pareil, quand il y a que des bonnes critiques, c'est bizarre aussi. Voilà, donc bon. Mais ça, sur le côté, pourquoi est-ce que ce film, c'est le film événement et pourquoi tout le monde va le voir, ça, on en parlera la semaine prochaine. Mais je suis vraiment très surpris du côté unanime de ce film parce que je le trouve déjà compliqué, difficilement digeste, et j'ai du mal à voir ce film-là comme étant un film genre le nouveau Seigneur des Anneaux, quoi. Ouais. Oui. Non mais il y en a qui comparent ça, mais tu fais les gars, mais on fait n'importe quoi. Non. Et je prends il le faut arrêter. Dans 5 ans, c'est fini. Hein. Faut arrêter avec les gens qui font du marketing en te disant c'est une des meilleures suites qui existent au monde. C'est un des meilleurs films. Colossal et jamais vu. Oh non, c'était ça la tagline. Bon, quoi. Jamais vu. Non, les gars, vous êtes pas mais d'accord, ciné, en fait. jamais vu. Certes, mais alors. Non, je suis désolé, non. Mais jamais vu parce qu'on n'a jamais vu d'une adaptée comme ça, quoi. Mais en vrai. Ah oui, d'accord. Oui, parce que vous avez enfin filé le bousin à quelqu'un qui sait faire, quoi. Enfin, même si Lynch j'aime énormément, mais on parle de 40 ans plus tard, donc oui, évidemment. Mais non, je sais pas. Ça me dépasse. Tu vois, Avatar, j'aime pas Avatar. Mais je trouve qu'Avatar c'est du jamais vu, vraiment du jamais vu, quoi. En termes de techno et tout, voilà. Quoi. Nolan prend des risques. Je trouve que Villeneuve il prend pas de risques, en fait. Et Nolan je critique beaucoup, hein, mais tu vois. En fait, il a un côté scolaire. Oh là là, voilà, mais il se regarde. Ce film se regarde. Il y a un côté scolaire et surtout il y a un côté. C'est bon là, je fais bien. Ah ouais. Genre tu vois c'est. Et en fait, il ose pas. Jamais. Non. Et ça donne un truc qui, au sortir, j'ai pas passé un mauvais moment. Hein. D'ailleurs, même si on ressortait la grille de notation de Pop Tier, il aurait certainement un certain nombre de bonnes notes de mon côté. Mais tu vois, genre, parce que bon,
le scénar, je suis obligé de lui donner un B, tu vois, la réal, je suis obligé de lui donner un B, le design, je suis obligé de lui donner un A, tu vois. Mais... Moi, le scénar, oui, parce que c'est le scénar du livre, en fait. Ouais. Bah voilà, mais c'est l'acting, ça. par contre, Donc, l'acting, je le trouve nul à chier. Bon, l'acting, je suis à part assez... Rebecca Ferguson, mais Rebecca Ferguson, elle est super dans tout, quoi. Oh là Tu vois, là. Rebecca Ferguson, elle me file les frissons. Ouais. Dans le film, on voit trop peu d'ailleurs dans ce film. On voit trop peu, et je fais ok, waouh, putain, elle a compris son rôle, il est super, elle est géniale. Mais parce que c'est une grande actrice, quoi, elle est ouf. Et tu vois, il faut qu'on parle d'acting, mais Dave Bautista. Par pitié. Ouais, mais après. Non, mais bébé Cadom qui est pas content, s'il te plaît, quoi. Oui, mais dans ce cas-là, Austin Butler fait la même chose. Oui, je suis d'accord. Donc en fait, non, c'est une direction d'acteur de faites les énerver en mode. Et c'est du scénar aussi, hein, pour le coup. Oui. Donc tout ça, ça me choque moins. Bautista, c'est un vrai bon acteur. Oui, non, mais justement, c'est pour ça que j'étais surpris. Je me suis dit, mais attends, mais en fait, tu l'as rangé comme ça, quoi. Donc c'est un peu bon. Mais tout ça pour dire que, bon, bah, d'une partie 2, on se range pas du côté des louanges. Non. Moi, j'aurais bien aimé, mais non. Bah, pareil. Est-ce que j'aurais bien aimé? Je sais pas, mais en tout cas, j'aurais bien aimé être un peu plus surpris. C'est vrai que là, j'étais de A à Z en mode oui, bah, je m'attendais à ce qui se passe, quoi. Enfin, je serais limite plus curieux de voir Dune 3. Ouais, mais tu sais très bien ce qui va se passer, c'est que tu vas pas aimer non plus. Dune 3, c'est un appendice, apparemment, c'est tout petit comme bouquin. Enfin, pas Dune 3, mais le Messie de Dune. Le Messie de Dune, ça va, c'est Il moins peut en faire un épais film que de Dune, 2h40 ou... Bah, ça dépend. Ouais. Ça dépend. Mais je trouve que l'histoire serait peut-être plus intéressante. Enfin, le sujet me paraîtrait plus intéressant. Alors, mais après, vu comment il a traité l'arrivée du bordel, est-ce qu'il traitera bien la conséquence? C'est pas sûr non plus, quoi. Mais à voir. Ouais. On va bien voir. En tout cas, ouais, je sais pas, déception. Mais on en parlera la semaine prochaine. Ouais. Du côté pourquoi Oppenheimer, Dune, etc. Ces films-là rameutent les gens, en fait, au cinéma, quoi. Ça, c'est un sujet dont on a commencé à se parler un petit peu hier, quand on s'est dit de quoi on parle cette semaine. Et on s'est dit qu'on allait le garder pour la semaine prochaine, parce que ça va être assez intéressant. Donc tout ça pour dire, on va terminer ce gros sujet critique de Dune partie 2. Quel est votre avis, vous, sur Dune partie 2, vous qui l'avez sans doute vu? Mettez-nous ça dans les commentaires, on les lira tous, et on est très curieux de savoir s'il y a des gens qui résonnent un petit peu avec nos avis, parce que... on a l'impression d'être un peu seul, quoi. Oui, notamment moi, parce que toi ça va encore, mais... Bah, moi ça va encore, après, tu vois, c'est ce que je disais en préambule de l'émission, c'est... si t'as aimé d'une partie 1, tu vas relativement aimer d'une partie 2. Si t'as pas aimé d'une partie 1, c'est impossible que t'aimes d'une partie 2. Oui, voilà. Donc évidemment, voilà. C'est logique. Bref, vos commentaires, on les lira. C'est parti pour le radar des sorties. Alors j'ai pas sélectionné grand chose pour vous cette semaine, c'est que du streaming. On va commencer avec le 7 mars sur Netflix, la série The Gentleman, créée par Guy Ritchie, donc, qui était déjà aux manettes du film. C'est donc, de ce que j'ai compris, préquel au film. C'est avec... Très bon film. Ah ouais, j'avais bien aimé The Gentleman. On avait vu ensemble, je suis même pas sûr. Non, on l'avait pas vu ensemble. Donc c'est avec Theo James dans le rôle d'Eddie, qui hérite du vaste domaine de son père, avant de découvrir qu'elle fait partie d'un véritable empire du cannabis. Pour couronner le tout, de dangereuses figures du crime organisées en Grande-Bretagne veulent leur part du gâteau. Et Eddie tente de reprendre les gangsters à leur propre jeu, mais à mesure qu'il s'enfonce dans la criminalité, il commence à y prendre goût. Voilà pour le pitch de The Gentleman, qui sera disponible en intégralité sur Netflix le 7 mars. Toujours sur Netflix, vous allez avoir La Demoiselle et le Dragon, le 8 mars sur Netflix, avec Millie Bobby Brown, la star Netflix, la star maison. Le pitch, c'est une jeune femme accepte d'épouser un beau prince et réalise que la famille royale a choisi de la sacrifier en remboursement d'une dette ancienne. Jetée dans une grotte abritant un dragon cracheur de feu, elle ne pourra compter que sur son intelligence et sur son courage pour survivre. Un film de fantasy avec Millie Bobby Brown et un dragon. Bon. Ok. J'ai regardé le trailer, je me suis dit... Oui, pareil, je suis endormi. Pas grand chose à dire là-dessus. Ferrari, le 8 mars sur Prime Video, un biopic de Michael Mann avec Adam Driver dans le rôle titre, et Penelope Cruz, ainsi que Shailene Woodley. C'est l'été 1957, derrière le spectacle de la Formule 1, l'ancien coureur Enzo Ferrari est en crise. La faillite menace l'usine que lui et sa femme ont construite, et son mariage est lui aussi au bord
de sa fin. Et pendant ce temps, la passion de ses pilotes pour la victoire les pousse à la limite, alors qu'ils se lancent dans la périlleuse course des 1000 milles à travers l'Italie, la Mille Miglia. Donc voilà ce petit biopic sur Enzo Ferrari qui arrive donc le 8 mars sur Prime Video, et c'est tout ce que je vous avais sélectionné sur le radar des sorties cette semaine. On va terminer avec les recos d'Adrien, puisque moi j'ai pas de recos pour vous cette semaine, parce que bon voilà, c'est bon. Super. Bah, on commence par laquelle? J'ai d'argent et de sang là, donc tu peux y aller. Allez, et d'argent et de sang, donc il y a la nouvelle série Canal, une mini-série, en tout cas pour l'instant il n'y a qu'une saison, mais c'est sûr qu'il n'y aura pas d'autres normalement, qui raconte l'histoire des quotas carbone, qui est l'affaire du siècle, l'arnaque du siècle à la fin des années 2000, début 2010. Ça va être très dur à résumer l'affaire des quotas carbone, c'est qu'en gros il y avait une entreprise qui s'appelait Evergreen, donc je sais plus comment c'est, Evergreen je crois, qui mettait en place en fait des taxes carbone pour les entreprises qui polluaient beaucoup. Ces entreprises en fait avaient le droit de payer pour dire bah justement j'ai trop pollué donc je paye, etc. Enfin voilà, c'est une histoire un peu comme ça, mais il y avait de la TVA en fait sur ces taxes. Et il y a des petits malins de Belleville qui décident en fait de créer des fausses sociétés à l'étranger en fait, voilà, avec des fausses signatures, des faux comptes de bancaires, donc à Hong Kong, à Manille, dans plein de pays, notamment d'Asie, et d'utiliser ces fausses sociétés pour faire monter la bourse sur les entreprises taxées sur le carbone. Ce qui leur permettait en fait de récupérer la TVA qui était remboursée directement par l'État français, par la Caisse des dépôts. Immédiatement, c'est-à-dire qu'en fait je crois que ça prenait mais genre la journée, même pas la journée, pour se faire rembourser 20% de TVA. 20% de TVA, mais en fait ce qu'il leur fallait, eux, c'était une grosse mise de départ. Et à ce moment-là, ils font appel en fait à un type qui est un trader français, qui est le beau-fils d'un grand milliardaire français, qui lui a un peu de millions, et il décide de les accompagner, de jouer un petit peu au gangster avec eux, quoi, avec ses petites frappes, quoi. Et ils vont à Tel Aviv, ils commencent à mettre plein de blé, mais en fait ça se compte en millions. Et puis en fait les millions se transforment, le million se transforme en 2 millions, le 2 millions en 5 millions, etc., etc., etc. Et apparemment, la perte totale pour l'État français serait autour des 5 milliards, en fait. On ne sait pas combien d'argent a été dépensé, bref. Et ces types-là, en fait, donc font l'arnaque du siècle. Ils récupèrent des millions, des millions et des millions. Et ils sont traqués par un service des douanes, en fait, français, qui est dirigé dans la série par Vincent Lindon, qui est super. Vincent Lindon est vraiment excellentissime. Et c'est vraiment le jeu du chat et de la souris. Il y a un peu un côté arrête-moi si tu peux de Spielberg. Ouais, bien sûr. Parce que le truc, c'est que dès qu'ils avaient fait leur coup, ils fermaient les entreprises et c'était impossible de remonter jusqu'à eux. En fait, c'était super dur de savoir voilà, qui avait fait le coup. Il y a Nils Schneider qui fait le mec, justement, le trader. Ouais. Il y a Ramsey qui fait l'un des types de Belleville. Ramsey, il est super, il est incroyable. Et la série, c'est en 12 épisodes. C'est 1 heure d'épisode à peu près à chaque fois. C'est super intéressant. Ça en dit long justement sur les travers de l'État français et sur le fait que bah, en fait, tu peux vraiment arnaquer beaucoup de choses et beaucoup de gens. Et tu fais tomber des vies aussi. Voilà. Et ça s'appelle De sang parce que ça s'est fini un peu dans le sang aussi. Donc super. Franchement, excellente série. Super bien montée de Xavier Giannoli. Super bien réalisé, super bien joué. C'est ultra prenant. Et puis c'est pas si loin de nous en fait. Tout ça, c'était il y a 15 ans. Donc passionnant, vraiment très 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 bien. Très cool. Super. Sur Canal+. Hein, donc, sur Canal+, pour les gens qui seraient curieux d'aller voir ça, 12 épisodes d'1 heure. Let's go. Exactement, tout à fait. Et ta deuxième reco, c'est un film cette fois. Dune 2, non je déconne. Clairement pas Dune 2, c'est Gran Turismo. Pareil sur Canal+, je l'ai découvert sur Canal+. Extrêmement surpris. Pourquoi que je sais pas, j'ai toujours cru que ce projet c'était assuré d'être nul. Pareil, mais j'en avais entendu du bien par différentes personnes en fait, et je me suis dit bah là il passe sur Canal, pourquoi pas le mater. Je lance le truc et je fais ok, c'est rythmé, ça va vite, c'est cool, ça prend pas de, tu vois, ça se prend pas pour ce que ça n'est pas, et ça c'est bien aussi. L'histoire en fait c'est tiré de l'histoire vraie d'un gamer, un jeune anglais en fait qui est fan de Gran Turismo. Gran Turismo, on rappelle ce que c'est aussi, il y en a peut-être qui savent pas, c'est le jeu de simulation de voiture qui date des années 90 sur PlayStation. C'est vraiment le fer de lance de PlayStation. Ça sort encore Gran Turismo, je sais pas où combien on est, mais 6, 7 peut-être. Ouais. Puis il y avait un Gran Turismo spécial, je sais plus le nom du dernier. On en est au 7, je crois. On en est au 7, et Gran Turismo c'est vraiment la simu par excellence. Et PlayStation Studio a décidé en fait de faire un film sur Gran Turismo.
voilà, avec du blé. Et ils ont embauché Neil Blomkamp, qui est quand même le réalisateur de District 9 et d'Elysium. Bon, qu'est-ce qu'il y a à foutre là, on sait pas trop. Ouais, c'est clair. Mais il pose bien sa caméra, donc c'est cool. On a Orlando Bloom, qui fait en fait le mec du marketing de chez Nissan, qui décide de créer ce concours, qui a vraiment existé en fait. C'est un concours. Alors putain, j'ai très mal, je m'embarque un peu. L'histoire vraie donc de ce gamin anglais qui est super fort à Gran Turismo, et d'un coup il y a un concours qui est mis en place par Nissan, qui invite en fait les meilleurs joueurs de Gran Turismo du monde à participer à une course. S'ils gagnent cette course, ils vont avoir la possibilité en fait de conduire des vraies bagnoles et de devenir des vrais pilotes. C'est pas juste haha, c'est rigolo pour une journée, vous allez conduire une bagnole. Non, en fait, vous allez pouvoir devenir un pilote de bagnole en fait, pas de Formule 1 mais de bagnole de rapide, je sais pas comment. De Gran Turismo. De Gran Turismo. Voilà, de bagnole de Gran Turismo, genre Le Mans, etc. Quoi. Et donc c'est l'histoire vraie de ce type là, et en fait c'est super cool parce que tu fais ah putain trop bien, c'est vraiment l'outsider quoi, le gamin qui normalement vient pas des bas-fonds, mais pas du tout, mais genre il est pas non plus destiné à devenir un pilote parce que c'est pas son monde quoi. Et du jour au lendemain en fait il doit prouver au monde entier que c'est pas qu'un jeu en fait, même avec ce jeu il a des capacités de ouf quoi, mais il va devoir se battre et tout. Donc on a Orlando Bloom et on a surtout David Harbour de Stranger Things qui fait son entraîneur quoi, il fait son coach. Et super, il est très bon, très bien, nickel, il fait super bien le taf. Pas trop, en fait c'est très juste. Et ça voyage, ça bouge, on va à Dubaï, à Tokyo, en Angleterre, c'est super. Franchement c'est très très bien. Et très bien réalisé aussi parce qu'en fait les scènes de bagnole sont super. J'ai arrêté de dire super, les scènes de bagnole sont très bien. Ah c'est super, super. Le film il est super. Et ça va vite avec les bagnoles, elles font vroom vroom et c'est super. Et non en fait c'est cool parce que par exemple quand il est en train de jouer, en fait il y a une fausse carcasse de bagnole qui se met autour de lui en 3D, donc il y a un truc, on est vraiment dans la bagnole. Quand il est vraiment sur des circuits, t'es à fond dedans, et il y a des moments où j'étais devant ma télé, et au cinéma ça devait être encore plus fou, où j'étais en mode wow, putain c'est assez ouf là, ça va vite, et je suis à fond dans une course de Gran Turismo le jeu. Bon ok, c'est parti quoi. J'ai vraiment kiffé, franchement matez-le, c'est le super film du dimanche soir, c'est nickel. Je l'ai mis dans ma playlist Canal, il faut que je prenne le temps. Foncez, il est super. Très donc, cool. Voilà pour moi, ouais. Bah écoute, c'est la fin des doubles recos de la semaine, et doubles recos signés Adrien. Oui, parce que moi j'ai pas encore terminé de regarder Avatar, le dernier maître de l'air, et pour l'instant c'est un peu... Ah, ça dort, ça voilà. Donc, bon, écoutez, on verra peut-être la semaine prochaine, je vous en parlerai peut-être. C'est la fin de cet épisode 37 de Pop News, j'espère que ça vous a plu. Nous, comme d'habitude, on prend toujours un plaisir, comme des petits fous, à vous enregistrer tout ça. Ça fait plaisir de vous faire une petite critique aussi. Ça faisait un moment qu'on n'en avait pas fait, et donc on est content de vous en avoir fait une. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, l'épisode 38, bien entendu. En attendant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les petits likes, les petits commentaires, les petits abonnements, les petites étoiles sur les plateformes de podcast. Et je vous mets au défi, oui, de trouver une plateforme sur laquelle Pop News n'est pas disponible. Ils vont trouver Telegram, genre. Mais tout ça pour dire que dès que vous nous trouvez à un endroit, n'hésitez pas à interagir avec tout ça. C'est comme ça, en fait, qu'on fait plaisir aux algorithmes et qu'on devient de plus en plus connu. Et ça nous fera plaisir, évidemment, de pérenniser cette émission. N'oubliez pas aussi, si vous donnez quelques deniers, vous pouvez le faire sur notre page Ko-fi et participer à l'émission via des questions auxquelles on se fera un plaisir de répondre. Mais écoutez, d'ici la semaine prochaine, lundi 20h30 sur Twitch, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut tout le monde. Salut. Ciao.